Moi, j'ai déjà une question à vous poser sur vos projets de réduction des risques d'inondation. Je voulais savoir comment vous avez fait pour faire accepter vos solutions aux populations, aux riverains qui ont pu être impactés par les inondations. Alors, sur la Bièvre, ça a été relativement facile. Donc les premières vidanges, c'était 2015-2016. C'est vrai qu'on a eu un peu de réaction quand on leur a supprimé le plan d'eau autour duquel ils faisaient leur balade le dimanche. Mais si vous vous souvenez bien, en mai-juin 2016, la région parisienne a été bien touchée par des inondations. Et dans la vallée de la Bièvre, on n'a eu aucun souci. Et on a même pu démontrer que la vidange des bassins était bien intervenue dans le fait qu'aucun de nos bassins n'a surversé. Du coup, on n'a pas eu du tout d'inondation. Donc à partir de cette date, on n'a plus de souci du tout vis-à-vis des riverains. Du côté collectivité, c'est, je crois, pédagogie et de la part des élus, tenir des positions. Il a été difficile d'expliquer, vous avez vu la stratégie adoptée, d'expliquer à des riverains qui étaient inondables, en haut, entre la tête de Saint-Pierre, révision des PPRN, donc tout un contexte très difficile avec les riverains au milieu urbain, et alors que l'on travaillait en fait sur une restauration de telles alluviales. Donc je crois que là c'était peut-être le point le plus dur en pédagogie, et puis de mon côté des élus qui effectivement tiennent les positions, ce qui a fait dire à certains on aurait refait les digues, on aurait terminé plus longtemps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bonjour, Anne Vivier de l'OFB. Une question pour Olivier Pellissier, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, je ne connais pas du tout la région. Vous avez mentionné qu'on était en système fermé et que les sédiments n'arrivaient pas jusqu'au lac d'Annecy. Je voulais savoir pourquoi. Enfin, Oui, alors, c'est simple, on est en régime torrentiel, donc sur la partie amont du bassin versant, avec tout un ouvrage de correction qui ont été faits, blocage matériaux, c'est bon, système classique en montagne. Par contre, le marais qui se trouve dans la partie centrale, dans la plaine, dans cette partie-là, la rivière change de régime. On passe en régime fluvial, en rupture de pente, on passe à moins de 1%. Donc le matériau, il y a deux phénomènes en fait. Le premier, c'est qu'en rupture de pente, les matériaux sont coincés dans la rivière. Et s'ils arrivent là, donc aujourd'hui, c'est parce que la morphologie en amont a été complètement modifiée. Historiquement, les sédiments n'arrivaient pas là. Dans la partie centrale, pour aller au bout, il est encore prévu un projet de reméandrage, puisque pour accompagner finalement, tout doucement, cette rupture de changement de régime, d'un régime donc effectivement torrentiel, au régime lacus, enfin lui il est lié au lac. Et après avec des difficultés dans votre démarche, qui a été à un moment donné de faire comprendre à l'administration qu'effectivement les sédiments n'arriveront pas au Rhône. D'abord les lacs, ils n'arriveront jamais au lac. Parce qu'après, la vision de ce petit territoire était en 2008 beaucoup moins aboutie, au moins dans les milieux dans lesquels nous sommes qu'aujourd'hui. Et oui, juste peut-être vous pouvez tu peux compléter aussi Olivier sur toute la partie de, d'où viennent les sédiments en amont et le travail que vous faites pour aussi les retenir à la zone de production sédimentaire, quoi. Oui, donc en fait, on rentre un peu dans l'histoire, les forêts, les parties amont sont des forêts domaniales. Donc en fait, les travaux il y a 200 ans se sont passés en régime sarde. La Savoie était annexée à la France en 1860. Le travail a été repris en régime français de la même façon. Et nous sommes à l'époque du Grand Corps d'État des Eaux-et-Forêts qui a récupéré donc ces forêts domaniales et a mis en œuvre effectivement une sylviculture stabilisatrice de ce bassin versant. Avec des problèmes dans les années à peu près 70, où quasiment, donc 1970, un abandon, donc la présence de l'État sur ces séries domaniales a finalement redémarré ce qui avait été réalisé dans les 100 ans précédents, c'est-à-dire la cicatrisation du bassin versant. Donc on se retrouvait dans une situation où la rivière avait compris à une morphologie complètement en dysfonctionnement à l'aval, et avec au-dessus de la tête une épée de Damoclès, puisque vous savez que les modèles de fonctionnement hydraulique ont à peu près, quand on dit géologie solide et flottant, c'est un peu plus aléatoire. Et donc aujourd'hui, le scénario catastrophe, c'est en plus de ce que je vous ai expliqué, donc plusieurs dizaines de millimètres cubes qui risquent d'arriver en même temps.
Donc la situation actuelle, l'État, poussé effectivement par les élus, a remis des lits sur cet espace, a retravaillé. Donc la foresterie, la présence de l'État est en place. Et on ne désespère pas maintenant que la restauration dans la partie centrale a été faite, que l'État aussi annule un certain nombre d'ouvrages en amont qui bloquent aussi les sédiments et posent un autre type de problème plus haut. Donc je dirais, on se revoit dans quelques années, peut-être que la rivière aura été complètement libérée en ce qui concerne les sédiments, l'eau et la biologie. Anne-Laure Moreau du CEPRI. Pardon. J'avais une question pour Monsieur Métro. Que ce soit sur ce projet-là ou sur d'autres projets, comment arrivez-vous à convaincre les porteurs de projets ou les élus locaux de laisser de la place en fait, à ces aménagements que vous présentez, qui ne sont pas construits finalement, qui sont aménagés mais qui ne sont pas de la construction, et qui revient souvent finalement à argumenter et à expliquer finalement que on peut avoir des surcoûts liés à ces aménagements qui ne sont pas de la construction, qui ne vont pas rapporter financièrement en fait, à la collectivité. Et je voulais vous entendre un petit peu là-dessus, sur les arguments ou les échanges que vous pouvez avoir avec les élus là-dessus. Alors ouais, c'est une très bonne question. En fait, même en milieu urbain, dense, on a quand même des espaces qui ne sont pas construits. On ne les voit pas toujours bien, mais ils sont là. Et on a besoin, même dans une densité urbaine, on a besoin d'espaces de respiration, etc. D'ailleurs, dans un projet d'aménagement aujourd'hui, il y a toujours quand même une volonté d'espace en pleine terre, une volonté d'espace non construit, d'espace public vert ou d'espace public minéralisé. D'ailleurs, le pluvial peut aussi jouer sur l'espace public minéralisé. Voilà. Et puis, du coup, donc parfois, c'est pas le pluvial qui va créer l'espace, mais le pluvial, l'approche pluviale qu'on va avoir, va s'adapter à une programmation qui était déjà existante. Simplement, peut-être, on va lui donner une cohérence et un sens peut-être un peu plus géographique, au sens où travailler sur le pluie, ça veut dire travailler sur la topographie, ça veut dire travailler sur le sol, ça veut dire travailler tout ça. Donc quelque part, grâce à l'eau, on donne un peu plus de sens à ces espaces publics. Mais un des gros enjeux, ça c'est sur lequel je travaille depuis 20-25 ans, c'est justement en milieu urbain de travailler sur la multifonctionnalité des espaces pour pouvoir justement faire accepter le fait de gérer les eaux pluviales sur ces espaces publics. Parce que, en fait, le projet que j'ai montré, comme tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, on parle d'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Enfin, très peu. En revanche, l'eau est très présente parce qu'en réalité, il faut qu'elle soit présente même quand elle est invisible. Parce qu'il faut que justement, et c'est là où on aborde d'ailleurs la pédagogie, à mon sens, c'est un élément très important du concept, on va dire, nature en ville, c'est que les gens intègrent ce risque, intègre le fait qu'on est sur un chemin d'eau, qu'on est sur une présence éventuelle d'eau qui va être liée à la pluie, etc. Et donc, du coup, commencer à aborder la question des seuils d'inondabilité à l'intérieur même de la ville et à l'intérieur même des espaces publics. Et c'est comme ça que petit à petit, et il y a aussi un autre élément, hein, j'oublie, c'est l'agence de l'eau quand même qui est très présente sur tous les projets sur lesquels je travaille. Moi, j'essaie à chaque fois d'amener l'agence de l'eau parce que ça va être un vecteur peut-être financier, mais c'est aussi une manière d'expliquer le projet avec un autre angle d'approche que celui d'un bureau d'études vis-à-vis d'une maîtrise d'ouvrage. Là, on a un autre acteur et qui vient aussi crédibiliser toute une démarche qui n'est pas évidente, si vous voulez, qui n'est pas évidente à mettre en place dans le contexte institutionnel et des élus, et pas que les élus, leurs services, etc. Muriel Floria de l'association Amorce. J'ai aussi une question pour Thierry. Justement, les services, je voulais parler de l'exploitation de ce parc. Je voulais savoir si plusieurs services intervenaient, enfin je ne sais pas si tu sais, comment ils avaient été acculturés en fait à cet objet qui sort peut-être de leur métier de base, entre ceux qui sont plus hydrauliques, ceux qui sont plus dans la propreté, dans la gestion des espaces verts, et comment ça s'était passé pour qu'ils s'approprient cet objet et qu'ils vivent le mieux possible. Alors ce projet est particulier parce que c'était un vrai désir de la ville au départ. En fait, même un désir du maire. Donc, le Jardin des Eaux, il s'appelle aujourd'hui le Jardin des Eaux, c'est un vrai sujet. La ville de Fouqueux avait envie de faire une action forte. Les éco-contrats de bassin, ils avaient envie de faire un acte assez fort sur la gestion de l'eau, donc il y avait un vrai souhait. Et donc ça veut dire que la ville, le maire a enrôlé aussi non seulement d'autres élus, mais aussi ses services.
Et tout le travail a été fait vraiment, et d'ailleurs l'agence de l'eau a joué énormément dans le fait de mettre de l'huile dans les rouages entre maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, etc. Et police de l'eau aussi, parce qu'en fait c'était un projet qui était soumis à la police de l'eau. Pour arriver à... et on a associé donc les services directeurs, la direction des services techniques a suivi tout le temps le projet. Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les services techniques et nous-mêmes. Et même en phase chantier, d'ailleurs, le chantier s'est fait de façon assez consensuelle avec les services de la ville. Ça n'a pas été... C'est une maîtrise d'œuvre externalisée, mais en fait avec une très très forte présence des services politiques et techniques de la ville. Ça, c'est très important. Il n'en reste pas moins que c'est quand même un ouvrage, un parc qui a un coût d'entretien. Mais rien que la pente, initialement, était déjà une problématique. 8% de pente, forcément, ça veut dire une maintenance relativement complexe. Faire un parc public, un espace public comme ça, voilà, c'est... mais en même temps, vous voyez, il est très simple. En fait, c'est du nivellement, c'est du volume, il y a des arbres existants et plantés. On n'est pas sur une gestion très sophistiquée en réalité. Pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire, Thierry, c'est d'évoquer, je pense qu'il faut insister effectivement sur la multifonctionnalité de l'espace. Ce qui n'empêche pas qu'il faut bien évidemment aussi une gestion des eaux à la parcelle et privative, mais que le domaine public peut servir pour, gérer des eaux pluviales publiques, éventuellement privées, et surtout, avec une notion que moi j'ajoute toujours par rapport à cette gestion à la source des eaux pluviales, c'est la notion de l'imageur en ville. C'est-à-dire qu'on ne va pas dimensionner des ouvrages de gestion, même alternatifs, donc à la source, pour une pluie millénale. C'est impensable. Par contre, il faut, dans l'urbanisme, concevoir l'urbanisme pour que, hydrauliquement, les flux excédentaires, qu'on ne pourra pas gérer, qu'on va essayer quand même de tamponner, de ralentir, mais à un moment donné, il faut bien qu'il passe. Et c'est la notion de l'imageur en ville. Donc, et ça, l'espace public peut y répondre, doit y contribuer, avec une intégration dans les plans locaux d'urbanisme pour adapter l'urbanisme petit à petit à cette notion de l'imageur en ville. Voilà, je crois que c'est vraiment tout à fait important. Il faut à la base une gestion locale, ponctuelle le plus possible, mais à un moment donné, par rapport aux pluies exceptionnelles, il faut laisser ces flux pouvoir traverser la ville sans dommage. Oui, ça c'est très important, pareil. Tu le dis comme ça, on peut dire aussi une transparence, on peut dire des rues rivières, reparler des talvegs en milieu urbain. En fait, la ville n'a pas gommé la géographie, et la ville n'a pas gommé l'altimétrie ni les talvegs. Ça c'est hyper important. Et d'ailleurs dans le jardin des eaux, ce qui est intéressant, même si c'est un peu ludique, c'est qu'on montre un itinéraire, un parcours, on montre une pente, on montre un dénivelé, on montre qu'on peut faire des terrasses, on montre que en fait on peut travailler sur ces choses-là et c'est pas contradictoire avec un milieu, on va dire, habité en quelque sorte. Oui, bonjour, Marie-Hélène Vergnol du Conseil départemental de Seine-et-Marne. C'est aussi pour Monsieur Métro ma question et je voulais savoir comment expliquer qu'on puisse considérer ces aménagements comme une MNRE, puisque j'avais compris ce matin qu'il fallait un gain biodiversité et que là, en l'occurrence, avec un lit de rivière reconstitué, minéral, et avec des ganivelles autour d'un bassin, je ne vois pas où la végétation va s'implanter, je ne vois pas comment on va infiltrer. Voilà, ça me pose des questions avec ce qui a été présenté ce matin. C'est un vrai débat et c'est quelque chose de très important en fait, ce que vous soulevez, c'est c'est l'approche sur le tissu urbain en fait. Comment est-ce qu'on aborde des problématiques de biodiversité, des problématiques de nature en ville, des problématiques, pas des aspects comme ça en urbain. Est-ce que, évidemment, on s'est amusé à reconstituer une sorte de lit de rivière qui est minéral, mais en même temps, on amène aussi dans des espaces en pleine terre et aussi on fait de l'infiltration des pluies courantes, on est en zéro rejet en pluie courante, donc quelque part, on alimente un sol, on travaille sur le sol, on essaie de voir quels sont les enjeux, mais on n'a pas du tout la prétention de faire un espace de biodiversité très forte, comme si on était ailleurs. En fait, on est sur un parc urbain, un parc de proximité avec une sollicitation forte, et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de
quand même quelque chose. C'est plus ça en fait. Moi je sais que j'avais découvert cette approche-là, il y a toujours des débats sur biodiversité ou pas biodiversité, urbanité et biodiversité, hein, c'est ça que vous posez comme question, je trouve. Et moi je me la suis posée sur la reconquête des rivières quand j'ai commencé à travailler sur les notions de rivières urbaines et sur la découverture de rivières. Donc on est sur l'urbain dense, et quand on commence à aller voir des acteurs qui ont déjà travaillé sur des cours d'eau, en fait pour eux c'est complètement restauration de cours d'eau en milieu urbain. Dès qu'on commence à parler avec eux, on sent qu'il y a un énorme fossé entre leur approche et par exemple la mienne, qui moi est une approche qui vient de la ville en quelque sorte. Et en même temps, je me suis toujours efforcé justement à essayer de trouver des points communs, des choses communes pour pouvoir avancer là-dedans en fait. Et pour pouvoir ne pas rien faire. Parce que si on se posait la question comme ça du maximum de biodiversité, peut-être qu'on ne ferait rien du coup en milieu urbain. On continuerait de faire ce qu'on faisait avant. Or, peut-être qu'on peut travailler sur des degrés différents. Peut-être, et ça sur la rivière, c'était intéressant de voir ça, parce qu'en fait, sur des cours d'eau, on peut travailler sur des séquences de biodiversité différentes en fonction de l'environnement qu'on va traverser en réalité. Et à partir de là, moi j'ai commencé à fabriquer cette culture-là de sorte de seuil de biodiversité ou pas. Et on peut aussi le faire en milieu urbain sur le pluvial. Il y a des endroits où peut-être on peut assumer totalement quelque chose de pas biodiversité du tout. Et encore, je pense que quand on travaille aujourd'hui sur le pluvial à ciel ouvert, on fabrique de toute façon de la biodiversité. Pas énormément, mais en tout cas bien plus que ce qu'on faisait avant, même il y a 5-6 ans. Et là, et puis après, on retravaille sur le sol. Par exemple, à l'agence aujourd'hui, il y a un écologue. Alors que moi, je viens du milieu de l'assainissement, et il y a 20 ans, il y a 15 ans, on abordait les problématiques de biodiversité, c'était même pas possible. On parlait de gestion, de lutte contre les inondations. C'est une approche hyper hydraulique. Aujourd'hui, on est complètement ouvert grâce au cours d'eau et grâce au pluvial à ciel ouvert, et grâce aussi à la notion de zéro rejet et de l'abattement des pluies courantes. Ça, c'est des données qui nous ont obligés, nous, qui venons du milieu plutôt du pluvial, à travailler par exemple sur le sol. Parce que le zéro rejet, ça veut dire un sol vivant. Donc qu'est-ce que c'est un sol vivant au milieu urbain ? Et en tout cas, nous, bureau d'études, mais les maîtrises d'ouvrage, c'est pareil, ça nous oblige à aborder toutes ces questions, tous ces nouveaux métiers qui en général ne travaillaient pas, avec d'ailleurs sur des problématiques d'assainissement. Donc vous voyez, c'est plutôt moi je trouve que c'est en devenir tout ça. Enfin, peut-être on n'est pas d'accord. Le Jardin des Eaux faisait partie des 10 retours d'expérience qu'on a réalisés. Et de mémoire, il y a quand même aussi une partie du centre-ville, du pluvial du centre-ville, qui a été connectée, qui partait directement au réseau pluvial et qui passe désormais par le parc, où il y a les bassins, Thierry ne l'a peut-être pas dit très explicitement, mais ils infiltrent. La succession de bassins, ça infiltre en eau souterraine. Tout part pas au pluvial. Il y a un retour d'expérience qui fait 7 pages où c'est un peu plus décrit. Ça vous donnera peut-être des éléments de compréhension là-dessus. On infiltre quand même dans le sol oui. près 70% du volume annuel de la pluie du bassin. Mais c'était surtout l'aspect minéral du cours d'eau qui m'importait, puisque au départ, la première image, on est dans un boisement forestier avec un sol constitué. Moi, je m'occupe de trames vertes et bleues, et il faut aussi les faire passer en ville. Et ces boisements sont des supports, sont des habitats relais en l'occurrence. Et là, l'aménagement de l'urbanisation de ce secteur, il faut aussi pouvoir conserver du naturel. Et ce qui me plaisait bien dans les MNRE ce matin, c'est parce qu'il y avait toujours cet aspect biodiversité qui était sous-jacent, ou en tout cas qui devait être prouvé. Et là, je me disais, quand je voyais le bassin avec les ganivelles autour, pourquoi mettre ces ganivelles ? On avait des arguments pour dire... on fait des pentes douces à ce bassin pour que la végétation se colonise les berges et que les amphibiens puissent en effet recoloniser aussi ces milieux. C'était dans cet esprit-là. Je comprends bien les problématiques, j'ai compris la pente, j'ai compris mais d'un autre côté, je pense que oui, il y a un fossé entre ce qu'on peut faire et ce qui est entendable ou acceptable par... en tout cas, là, vous aviez un maire qui était convaincu, c'était déjà bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, la petite histoire, c'est que en fait, il y a toute une berge, une partie de la berge qui a complètement colonisé, il y a une végétation qui s'est développée, et en fait, on ne voit même plus la ganivelle à certains endroits. Mais, voilà.
je voudrais revenir à ce concept de MNRE. Justine Delangle l'a abordé un petit peu ce matin, la différence entre les NBS et les MNRE, en tout cas une des différences, et en particulier en milieu urbain, c'est que la composante biodiversité n'est pas forcément un élément d'une MNRE. L'objectif d'une MNRE, c'est de ramener un certain nombre de services écosystémiques avec différents impacts biophysiques, mais la biodiversité est seulement un des éléments parmi d'autres. Donc l'idée, c'est d'améliorer le fonctionnement de l'ensemble du système et du bassin versant. C'est centré sur l'eau, donc la partie infiltration est un des éléments qui est important par rapport au cycle de l'eau. La partie biodiversité en est aussi un élément. Mais dans certains cas, on a des projets qui n'ont pas pour vocation essentielle la biodiversité et qui pour autant vont être qualifiés de MNRE parce qu'ils s'appuient sur un ensemble de dispositifs qui permettent de réinstaurer un certain nombre de services écosystémiques qui sont apportés par la nature et qui n'auraient pas été apportés si on avait visé une seule fonctionnalité au projet. Donc la biodiversité est un élément, mais ce n'est pas le seul, et il peut y avoir des projets qui ont plein d'autres fonctionnalités, mais pas cet aspect biodiversité. Et c'est le cadre qu'a voulu mettre en place la Commission européenne en mettant en place ce dispositif de MNRE qui permet de structurer la connaissance, de structurer la manière dont on la présente et dont on peut discuter autour de ça, mais la biodiversité est seulement un des éléments. Une remarque et une question, en fait, pour revenir au jardin pluie qu'on nous a présenté. En fait, une question, c'est est-ce que vous avez formé les ouvriers communaux ou les agents communaux sur l'entretien de cet espace-là? Parce qu'il me semble qu'on peut atteindre un optimum, en fait, avec justement l'entretien ultérieur. Si vous avez des agents communaux qui vont passer la tondeuse bêtement dessus 10 fois par an, vous aurez effectivement, en termes de biodiversité, certainement quelque chose qui va se rapprocher d'un parc urbain classique, et tous les aspects justement de principes et de solutions fondées sur la nature seront oubliés, alors que si une gestion différenciée est réalisée, là effectivement il y a un certain nombre d'espèces, d'essences qui peuvent croître, et si on les laisse pousser, si on leur passe pas la tondeuse dessus, on va certainement aller et arriver du tout au tout en termes de résultats. Donc est-ce que vous avez mis en place et est-ce que vous avez fait des préconisations de gestion différenciée de cet espace-là, qui, à mon sens, est une des clés pour que ce soit un aménagement réussi, pour effectivement que la biodiversité puisse s'exprimer et non pas être contrainte. Ça peut être vert et pas très biodiversité non plus, quoi. Alors oui, en effet, on avait fait des préconisations sur la gestion différenciée. Est-ce qu'après ça a été pris en compte? Je ne suis pas certain. Deuxièmement, en plus, il y a eu une transformation des services avec en fait, Fourqueux et enfin, ils sont créés en aglo avec une autre, donc il y a eu des transferts de compétences. C'est pas forcément les mêmes acteurs, donc ça c'est compliqué. En revanche, ce qui est intéressant à voir, c'est que cet espace maintenant il existe, et quand les mentalités vont être changées ou elles vont être prêtes, on pourra toujours faire des choses. Et c'est ce que j'ai appris aussi en travaillant sur le pluvial, sur d'autres ouvrages. Il y a des ouvrages aujourd'hui qui ont 10, 15, 20 ans, et en fait on est quand même très content de les avoir parce qu'en fait il y a de la pleine terre, il y a une base qui permet de faire quelque chose et qui permet de tester des nouvelles choses parce qu'en fait la collectivité est prête. Il y a des fois la collectivité n'est pas prête, c'est pas forcément grave, elle le sera peut-être dans 5 ans.